C'est plus un genre de monarchie dirigée par les Kim qu'un véritable pays socialiste. Quand vous avez un pays comme la Corée du Nord décidé à se doter de l'arme nucléaire, vous pouvez négocier pour l'éternité, mais jamais vous n'obtiendrez qu'ils renoncent à leur armement. Les Nord-Coréens tentent de décrire Kim Yo-jong comme cette jeune femme intrépide, forte, audacieuse, parfois menaçante, parfois séductrice. Kim Yo-jong est la femme la plus puissante, pas seulement dans l'histoire contemporaine de la Corée du Nord, mais peut-être dans toute l'histoire coréenne. La camarade Kim Yo-jong, chef du comité central du Parti des travailleurs de Corée, va prendre la parole. Chers camarades, je suis ici pour passer en revue les jours ardents de notre lutte contre la pandémie. Pendant les 91 derniers jours, de nombreux drames ont eu lieu sous mes yeux. La mémoire de ces événements provoque en moi une émotion indescriptible. En août 2022, Kim Yo-jong est à la tribune d'un meeting destiné à célébrer la victoire de la Corée du Nord contre un ennemi, le Covid-19, qui a fini par frapper le pays. Elle révèle que son frère a lui aussi été atteint par ce virus, qu'il en a été sévèrement malade, avec une forte fièvre. Je n'oublie pas les moments où je n'ai pu être d'aucune aide pour le grand leader et où il se tenait seul, parfois désorienté et attristé. Pour protéger la précieuse vie du peuple, le grand maréchal convoquait chaque jour des réunions du Politburo du comité central du parti. Et il présentait personnellement des solutions et des méthodes pour réaliser de 1 à 10, voire 100, et même 10 000 mesures. Il était sur les champs de bataille de la pandémie et menait la défense jour et nuit en mettant en place des mesures de quarantaine astucieuses. Le personnel médical et les cadres du parti qui l'écoutent se mettent à pleurer d'émotion. Pour la première fois, Kim Yo-jong s'affirme comme la deuxième personnalité du régime dans une mise en scène dramatique relayée par les organes de propagande coréens. En à peine une décennie, cette jeune femme s'est imposée en Corée du Nord, dans la recherche de la détente comme dans le culte de l'attention. Son influence découle de la proximité avec son frère, le troisième dirigeant de ce régime dynastique, mais aussi de ses qualités propres, révélées dans un parcours sans faute depuis qu'elle est apparue au grand jour. C'est d'abord l'histoire d'une famille. Elle commence le 17 décembre 2011, lorsque le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-il, meurt d'un accident vasculaire à l'âge de 70 ans. Sa disparition déclenche des scènes de désespoir impressionnantes à la hauteur du culte de la personnalité dans le pays. Il laisse le pouvoir à l'un de ses fils, Kim Jong-un, à peine âgé de 28 ans et sans expérience politique. Kim Jong-un devient le troisième dirigeant d'une dynastie communiste sans équivalent dans le monde, fondée par son grand-père, Kim Il-sung, au début de la guerre froide. Mais on découvre aussi, derrière le nouveau leader, une jeune femme, elle aussi accablée par la tristesse. Une jeune femme que les Nord-Coréens et le monde ne connaissaient pas. Journaliste coréenne-américaine à l'agence Associated Press, Jin Lee était la seule correspondante occidentale présente à Pyongyang ces années-là. Jusque-là, j'avais vu Kim Jong-un en personne. Je n'avais jamais eu vent de son frère aîné ni de sa jeune sœur.
Et nous n'avions vu aucun d'entre eux aux côtés de Kim Jong-il la dernière année de sa vie, lorsque j'étais à Pyongyang. J'ai suivi de nombreux événements avec la famille Kim, mais je n'avais jamais vu Kim Yo-jong. La jeune femme en larmes derrière le nouveau leader est une révélation. Leur père, Kim Jong-il, gardait le secret sur sa famille, en particulier sur ses 5 enfants issus de 3 mères différentes. Dans cette société patriarcale, la succession du cher leader s'est jouée entre les frères. Personne ce jour-là ne peut imaginer que Kim Yo-jong, la sœur du nouveau numéro 1, alors seulement âgée de 24 ans, va jouer un rôle croissant auprès de son frère. Elle était cachée dans l'ombre toutes ces années. Ce moment était vraiment intéressant, non seulement parce que nous avons découvert cette jeune femme, mais aussi parce qu'elle et son frère pleuraient. C'est à ce moment-là que vous réalisez que ce sont encore des enfants. Ils sont jeunes et ils n'ont pas encore forcément la maîtrise de leurs émotions. La jeune femme en pleurs prend progressivement ses marques auprès de son frère. Elle est présente en de nombreuses occasions publiques sans que son rôle ne soit bien défini. Elle commence à occuper des fonctions au sein du parti jusqu'à devenir, de fait, numéro 2 du régime, potentiellement appelé à remplacer son frère en cas d'empêchement. C'est sans précédent dans ce régime. Chercheur aux États-Unis, Lee Sung-yoon est l'auteur de la seule biographie de Kim Yo-jong. Elle a un vrai pouvoir dans un État despotique dirigé par son frère. Le frère et la sœur ont visiblement de l'affection l'un pour l'autre et se font confiance. Je pense que Kim Yo-jong bénéficie de la confiance totale de Kim Jong-un. C'est remarquable car dans la société et la culture patriarcale qu'est la Corée du Nord, on n'a jamais vu une femme aussi puissante. Une femme qui appartient à la famille royale. Comment ce régime communiste s'est-il transformé en dynastie au point qu'on puisse parler, sans ironie, de famille royale? Kim Il-sung, le fondateur de la dynastie, n'est pas arrivé au pouvoir du fait de son origine, mais dans les fourgons de l'armée rouge soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il avait été un chef de guérilla dans la résistance anti-japonaise et s'imposa avec le soutien de Moscou face à d'autres prétendants au leadership communiste. Kim Il-sung fut confronté à la guerre de Corée, premier conflit de la guerre froide, impliquant les armées américaines et chinoises. La Corée du Nord parvient à conserver de bonnes relations avec les 2 puissances communistes rivales, parfois en jouant l'une contre l'autre. Le cher leader coréen y trouve son compte. Kim Il-sung traça sa propre voie avec un culte de la personnalité plus poussé encore que celui de Mao dans la Chine voisine. Très vite, son propre fils Kim Jong-il fut présent à ses côtés et s'imposa comme un successeur naturel, destiné à la fonction de numéro 1 dès son plus jeune âge. La famille, le sang royal sont progressivement devenus des critères de pouvoir, aidés par une propagande sophistiquée. Une évidence qui s'est imposée à la mort de Kim Jong-il, alors qu'aucun de ses fils n'avait été associé aux affaires de l'État. Chung Se-yoon a été ministre de la réunification de 2 présidents en Corée du Sud. Lorsque le pouvoir est passé de Kim Il-sung à Kim Jong-il, la justification était celle de la lignée du mont Paektu. Dans l'esprit des Nord-Coréens, personne ne peut devenir le leader à moins d'être issu du sang du mont Paektu. Tout pouvoir dynastique a besoin d'un mythe fondateur. Kim Jong-il, le leader de la Corée du Nord. Celui des Kim l'a trouvé dans la tradition coréenne, dans le cadre somptueux du mont Paektu.
Le mont Paektu, la montagne qui rime avec l'histoire de la révolution coréenne, qui raconte l'histoire glorieuse du leadership de la Corée par Kim Il-sung, président de la République démocratique et populaire de la Corée au fil des jours. La propagande du régime a fait le reste, mettant en scène le lien personnel de la famille Kim avec cette montagne sacrée. En montant sur le mont Paektu, la montagne révolutionnaire sacrée, Kim Il-sung a déclaré avec une grande émotion: « Lorsque j'arpente le mont Paektu, je pense au camarade Kim Jong-il. Le mont Paektu est son lieu de naissance et le berceau où il a forgé son courage. Le mont Paektu est la montagne de Kim Jong-il et c'est aussi la montagne de Kim Il-sung. C'est le berceau de la civilisation coréenne. La dynastie Kim se l'est appropriée. Elle a pris le contrôle du symbole du mont Paektu, qui lui permet de justifier son pouvoir despotique en diffusant le mensonge, le mythe, selon lequel la famille est sacrée, qu'ils sont les sauveurs du peuple coréen et ont pour mission de libérer la Corée du Sud que la Corée du Nord considère comme une colonie des États-Unis. Pour la troisième génération, Kim Jong-un a lui aussi recours au mont Paektu. Il y ajoute une touche de modernité en chevauchant dans la neige avec sa femme à ses côtés. Mais il cultive surtout soigneusement sa ressemblance physique avec son grand-père Kim Il-sung, le fondateur de la dynastie. Il reproduit des scènes immortalisées sur des gravures connues de tous les Nord-Coréens. La propagande n'oublie pas l'inévitable pèlerinage dans la maison de bois dans laquelle son grand-père vivait pendant la période de résistance anti-japonaise, là où son propre père fut conçu, selon la légende. Les Kim essayent de prolonger le principe d'hérédité de leur pouvoir. Et pour cela, ils se sont beaucoup appuyés sur leurs traditions. C'est sans limite. J'ai tellement de livres qui montrent des photos de Kim Il-sung quand il était plus jeune. Vous pouvez les comparer côte à côte avec des photos de Kim Jong-un aujourd'hui. Et ils essayent exactement de reproduire des photos de Kim Il-sung que les Nord-Coréens connaissent. La mère de Kim Jong-un et de sa sœur Kim Yo-jong fut le grand amour, la compagne préférée de leur père Kim Jong-il. Ko Young-hwe, une ancienne danseuse, a fait elle aussi l'objet d'un véritable culte de la personnalité. La propagande ne parlait d'elle que comme la mère respectée, qui est le sujet le plus fidèle et le plus loyal du cheerleader, commandant suprême. Ko Young-hwe eut 3 enfants avec Kim Jong-il. L'aîné, Kim Yong-chol, n'a pas été jugé suffisamment fort pour succéder au père, et c'est Kim Jong-un qui fut choisi. La complicité, la confiance entre Kim Jong-un et sa sœur remontent à leurs années de scolarité en Suisse, loin de leurs parents et de l'isolement du premier cercle du pouvoir. Chung Song-chang, spécialiste de la famille Kim, a été conseiller de l'ancien président sud-coréen Moon Jae-in. Kim Jong-un a vécu en Suisse pendant 4 ans, de l'été 96 au début de 2001. Il a donc une expérience directe du capitalisme et lorsqu'il était en Suisse, Kim Yo-jong était avec lui. Ils sont allés ensemble à Disneyland, ils ont voyagé en Europe. On peut donc dire que Kim Jong-un et Kim Yo-jong ont partagé de nombreuses expériences. C'est probablement ici, dans la capitale fédérale suisse, que cette complicité entre le frère et la sœur s'est développée. À Berne, la Corée du Nord a installé sa plus importante mission diplomatique en Europe. Une ambassade cossue dans le quartier international, avec à sa tête l'un des proches confidents de Kim Jong-il. L'activité des Nord-Coréens intéresse évidemment les services de renseignement suisses qui observent tous leurs faits et gestes. Dans ce rapport,
il note que l'ambassade a fait l'acquisition de plusieurs appartements dans ce quartier tranquille de Liebefeld. Ces appartements, les voici. Les services suisses affirment que vit ici toute une communauté nord-coréenne, des chauffeurs, une cuisinière, et à la tête de ce personnel, une partie de la famille du dictateur nord-coréen. Pour les services secrets suisses, la Corée du Nord prépare une base arrière en cas de chute du régime. Pourtant, au milieu des années 90, on comprend que cette communauté de Liebefeld a une toute autre mission. 2 jeunes enfants arrivent de Pyongyang avec celle qui affirme être leur mère. Ils vont être inscrits quelque temps à l'école voisine. Willy Studer était à l'époque le directeur de l'école de Liebefeld. Il y avait 2 enfants de Corée du Nord et l'un d'eux était une fille, qui n'est pas restée longtemps non plus. Donc c'est relativement difficile. Ils arrivent, ils repartent. Dans le cas du jeune homme, il n'est tout simplement plus venu à l'école après les vacances d'été. La même chose pour cette fille. Ce n'était pas notre rôle de chercher à savoir qui ils étaient pendant cette période. La famille Pak disparaîtra du jour au lendemain. Les enfants devenus ados retournent à Pyongyang. Peu de temps après, ceux qui leur servaient de parents demandent l'asile politique à l'ambassade américaine. Nous savons désormais qu'il s'agissait de l'oncle et de la tante de Kim Yo-jong et de Kim Jong-un. Ils sont aujourd'hui réfugiés dans la région de Washington. Dans cette famille Kim si complexe, il n'y a pas que les 3 enfants, 2 garçons et une fille, de Ko Young-hwe, la préférée. Il y a aussi un demi-frère aîné, Kim Jong-nam, écarté de la succession. Kim Jong-nam part vivre à l'étranger, où il prend ses distances avec le système dynastique de la famille. Il devient gênant. Le 13 février 2017, Kim Jong-nam est à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie, quand, filmé par des caméras de surveillance, 2 jeunes femmes se précipitent sur lui. Elles lui recouvrent le visage d'un tissu imprégné de produits chimiques qui forment un poison mortel. Kim Jong-nam succombera quelques minutes plus tard. Arrêtées, les 2 femmes diront qu'elles ont été payées en pensant participer à un jeu télévisé. La responsabilité directe du régime nord-coréen n'a jamais été prouvée, mais fait peu de doute. Une des grandes sources du pouvoir ou instrument d'oppression du système politique nord-coréen est de terroriser les gens. Pas seulement les gens ordinaires, mais aussi les membres du parti. Ce n'était pas la première preuve d'autorité impitoyable. Chon Son-taek, l'oncle tout-puissant, le beau-frère de Kim Jong-il, l'homme qui servit de mentor au jeune Kim Jong-un à ses débuts au pouvoir, est arrêté et aussitôt exécuté le 12 décembre 2013. Il est accusé de fréquenter des restaurants chers, d'avoir des maîtresses. Il ne s'agit pas seulement d'une étrange dynastie médiévale dirigée par Kim Jong-un. Il a sa sœur à ses côtés, comme si elle était la co-dirigeante de la bande. En faisant ainsi le vide autour d'eux, Kim Jong-un et sa jeune sœur se retrouvent solidement installés au sommet de l'État et du parti, avec comme garantie le lien de confiance entre le frère et la sœur. Conseiller de plusieurs présidents sud-coréens, Moon Chun-in a participé à toutes les phases de dialogue intercoréenne. Kim Jong-un a du mal à tout superviser. Il a donc segmenté les tâches. Et il a donné la plus importante, celle qui lui semblait la plus appropriée, à Kim Yo-jong. Donc il est plus juste de dire que Kim Yo-jong n'a pas aujourd'hui un rôle de dictateur, mais de soutien au dictateur.
C'est aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, en février 2018, que Kim Yo-jong a fait son entrée sur la scène mondiale. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le président de la République de Corée, Moon Jae-in. L'occasion est exceptionnelle. Pour ces JO sur le sol coréen, les deux États que tout oppose ont décidé de faire équipe commune. C'est un moment important dans l'histoire olympique, alors que les athlètes de Corée du Nord et du Sud sont réunis dans une seule équipe, derrière le drapeau de la péninsule coréenne. La délégation nord-coréenne est conduite par un vétéran du régime, Kim Yong-nam, mais la vraie sensation est la présence de Kim Yo-jong. C'est la première fois qu'un membre de la famille au pouvoir met les pieds au Sud depuis la séparation en 1945, et la jeune sœur du leader fait l'objet de toutes les attentions. À la tribune de la cérémonie d'ouverture, elle est placée juste derrière Mike Pence, le vice-président américain. Mais lorsque les athlètes américains passent devant la tribune, la délégation nord-coréenne reste glaciale. Mike Pence précisera plus tard qu'il avait bien pris soin de ne surtout pas croiser le regard de la jeune femme, représentante d'un pays avec lequel les États-Unis sont toujours techniquement en guerre. John Bolton, alors conseiller national à la sécurité de la Maison-Blanche, approuve le geste de Mike Pence. Je pense que le vice-président Pence a eu raison d'éviter tout contact. Je pense que ça n'aurait servi à rien. C'est un régime autoritaire qui dirige une prison de 25 millions de personnes en Corée du Nord. Donc je pense que le vice-président était plutôt dans le vrai ici, et qu'il y avait une véritable différence entre sa vision des choses et celle du président Trump. Pour John Bolton, c'est le président sud-coréen Moon Jae-in qui a tout manigancé. Il voulait sa détente avec le Nord et a tenté de forcer la main des Américains en organisant cette mise en scène à la tribune des JO. En vain, en tout cas pour quelques mois encore. Le président Moon Jae-in voulait provoquer des discussions entre les États-Unis et la Corée du Nord sur le programme nucléaire. Il était un authentique tenant de la Sunshine Policy, la politique d'ouverture avec le Nord. Et beaucoup de gens spéculaient sur le rôle exact de la sœur. À ce moment-là, nous n'en savions rien. Je pense que c'est une interprétation ridicule des événements. Notre administration était cohérente avec son plan en faveur de meilleures relations diplomatiques. Et nous voulions que ces Jeux Olympiques soient un succès. Si les tensions avaient augmenté pendant les JO, ça aurait été considéré comme un échec. C'est pour cette raison que le président Moon a proposé ce que nous avons appelé la paix olympique. Mais la visite de Kim Yo-jong ne se limite pas à l'ouverture des JO, elle est aussi très politique. Dès son arrivée à Incheon, l'aéroport de Séoul, la venue de la sœur du dictateur nord-coréen électrise la Corée du Sud. Lorsque la Corée du Sud a annoncé que c'était la sœur de Kim Jong-un qui allait se rendre en Corée du Sud, avec seulement 48 heures de préavis, il y a eu une vague d'excitation en Corée du Sud. Waouh, la princesse arrive, la jeune sœur de Kim Jong-un, la petite sœur rend visite à la Corée du Sud. Ça doit être sérieux. Kim Jong-un doit être sérieux sur ses intentions de paix, de réconciliation, de dénucléarisation. Enfin, la paix se rapproche. Les Nord-Coréens sont accueillis avec tous les honneurs par le ministre sud-coréen de la réunification. C'est Kim Yong-nam, le vieux dirigeant, qui conduit officiellement la délégation nord-coréenne, mais Kim Yo-jong impressionne par sa seule présence. Kim Yo-jong est donc venue et elle a gardé la tête haute à l'aéroport en Corée du Sud. Elle savait qu'il y avait des caméras partout
que les journalistes la filmaient, suivaient ses moindres mouvements. Elle souriait d'une manière, je dirais, discrètement hautaine. Elle a gardé la tête droite. Lorsqu'elle a pénétré dans le salon VIP, elle a regardé 2 ou 3 endroits. Comme ça. Elle n'a pas tourné sa tête. Elle n'a pas eu l'air excitée. Elle s'est comportée comme quelqu'un de responsable. Tout ça vient de sa formation. Moment véritablement historique lorsque la descendante de la famille Kim arrive à la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne à Séoul. L'instant exceptionnel est suivi en direct par tous les Sud-Coréens. La délégation nord-coréenne est accueillie chaleureusement par le président Moon Jae-in, qui veut relancer la détente avec les frères ennemis du Nord. L'image de ces retrouvailles est encore plus forte lorsque Nord et Sud-Coréens se retrouvent ensuite pour encourager leur équipe commune, tout un symbole, lors d'un match de hockey sur glace contre la Suisse. Tout est fait pour donner l'impression d'une fraternisation, assurément prématurée, mais de part et d'autre, on joue le jeu. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Kim Jong-un a envoyé sa jeune sœur Kim Yo-jong à Séoul, c'est parce qu'il voulait qu'elle lui dise à quoi ressemblait la Corée du Sud. Il serait difficile à des officiels nord-coréens de venir en Corée du Sud et de dire ensuite à Kim Jong-un ce qu'ils ont vraiment vu et ressenti. S'ils viennent en Corée du Sud et voient quelque chose de bien et qu'ils le rapportent à Kim Jong-un, ça pourrait être interprété comme de l'admiration ou de l'envie pour ce qui se fait en Corée du Sud. Mais Kim Jong-un voulait voir et comprendre la Corée du Sud comme elle est, et il a envoyé sa jeune sœur, qui peut lui parler librement de tout. La presse sud-coréenne traite la visite de Kim Yo-jong comme celle d'une rockstar. Elle ne tarit pas d'éloges sur la jeune femme dont tous les gestes ont été scrutés et qui ne commet aucun faux pas. Les dirigeants sud-coréens, eux, tentent d'évaluer la personnalité de cette émissaire de Pyongyang, dont ils comprennent qu'elle va jouer un rôle croissant. À ce moment-là, j'ai pu observer Kim Yo-jong de près. Elle était très calme. Elle avait peur de faire la moindre faute. Bien qu'elle soigne ses paroles, j'ai eu le sentiment qu'elle avait beaucoup d'autorité pour son âge, parce qu'elle a grandi en étant respectée comme quelqu'un de haut placé. Je n'ai pas pu aller au-delà des apparences. Elle a essayé de cacher sa personnalité autant que possible, comme si elle voulait être perçue comme quelqu'un de mystérieux. L'opération de séduction marche à fond. La moindre émission de télévision sud-coréenne y va de son angle, jusqu'à la comparaison entre les sacs à main de Yeon Sung-wol, la chanteuse vedette de Corée du Nord, que l'on a vu se produire devant le président sud-coréen, et de la sœur du dictateur nord-coréen, où l'on apprend que la chanteuse nord-coréenne a des sacs de marque à des prix exorbitants. Ça doit être du crocodile et ça coûte environ 18 000 €. Eh oui, un si petit sac, 18 000 €. Tandis que Kim Yo-jong, la sœur, plus politique, joue la sobriété. Si le Nord avait voulu faire oublier qu'il menaçait le Sud avec ses armes nucléaires, il ne s'y serait pas pris autrement. Lee Chung-min est un spécialiste de la Corée du Nord et de l'Asie du Nord-Est à la Fondation Carnegie. La presse sud-coréenne, à cette époque, a été bluffée par son niveau de compétence, la manière dont elle parlait au président et aux autres officiels.
Il y avait ce côté « Waouh, c'est la Madonna de la Corée du Nord ». Kim Yo-jong est devenu une icône psychologique très importante du régime nord-coréen. Retour triomphal à Pyongyang. Mission accomplie pour la délégation partie au sud. Retour aux règles du protocole pour Kim Yo-jong. La jeune femme s'efface à la descente de l'avion. Elle ne fait que commencer son ascension. L'opération séduction menée en Corée du Sud l'inscrit néanmoins dans le premier cercle du pouvoir au nord. Cette détente est d'autant plus remarquable qu'elle fait suite à une période de forte tension autour du programme nucléaire et balistique de Pyongyang. Quelques mois avant cette percée diplomatique, qui laisse augurer une priorité à l'économie en Corée du Nord, le climat était au contraire guerrier. Le 3 septembre 2017, la Corée du Nord effectue son 6e test nucléaire. L'annonce triomphale est faite à la télévision de Pyongyang par la présentatrice star Ri Chun-hee, revenue de sa retraite pour l'occasion. L'essai d'une bombe à hydrogène destinée à une fusée balistique intercontinentale est une réussite. Les scientifiques nucléaires de notre pays ont effectué ce test dans le Nord le 3 septembre conformément au plan du Parti des travailleurs de Corée. Quelques jours plus tard, à la tribune des Nations Unies, la réponse du président Donald Trump est d'une rare brutalité. Aujourd'hui, le développement inconscient d'armes nucléaires et de missiles balistiques par la Corée du Nord menace le monde entier. Les États-Unis ont une grande force et une grande patience. Mais s'ils sont obligés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de totalement détruire la Corée du Nord. L'homme fusée s'est engagé dans une mission suicide, pour lui et pour son régime. Les échanges entre le jeune dirigeant de Pyongyang et l'imprévisible président américain sont musclés et imagés. Mais les signes de détente se multiplient. Kim Jong-un a fait sa démonstration de force et peut se permettre de négocier avec l'homme qui promettait de le détruire, Donald Trump. En 2017, le Nord a procédé à son 6e essai d'une arme nucléaire. Et le 29 novembre, il a lancé un missile balistique intercontinental. À la suite de ces essais, Kim Jong-un a déclaré qu'ils étaient parvenus au terme du développement de leur programme nucléaire. Désormais, Pyongyang s'estime en position de force. Nous possédons des armes nucléaires. Nous sommes un pays puissant. Tant que vous ne nous attaquez pas en premier, nous sommes prêts à parler et nous pouvons parler de tout. Telle était leur intention. Et c'est la stratégie typique que Pyongyang maintient depuis longtemps. Il négocie la paix tout en étant à l'offensive. Pour transmettre le message à Washington, il faut passer par Séoul. La visite en Corée du Sud fait l'occasion pour Kim Yo-jong de lancer cette nouvelle phase. Elle était porteuse d'une lettre d'invitation au président sud-coréen à rencontrer le leader de la Corée du Nord, son frère. Le premier résultat de cette détente nord-sud, après le succès de la visite de Kim Yo-jong à Séoul, a pour cadre la zone démilitarisée, sur le 38e parallèle, la frontière entre les deux Corées. C'est un héritage de la guerre entre 1950 et 1953, conclu par un armistice jamais suivi d'un traité de paix. L'ancien village de Panmunjom, au cœur de la zone démilitarisée, est le seul point de rencontre entre les deux pays. C'est un des endroits les plus militarisés au monde, contrairement à son nom. C'est là que, symboliquement, Kim Jong-un retrouve le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, le 27 avril 2018, à peine 2 mois après la mission de Kim Yo-jong à Séoul. Kim Yo-jong est toujours présente, mais en appui à son frère, le numéro 1.
Les deux présidents franchissent main dans la main la séparation entre leurs deux pays, un modeste muret de béton. Je suis très ému. Nous nous rencontrons à cet endroit historique et vous êtes venu m'accueillir en personne. Difficile de trouver plus fort symbole dans cet endroit hanté par le souvenir jamais éteint de la guerre. Sur les images de la télévision officielle nord-coréenne, Kim Yo-jong est omniprésente. Légitimée par ce rôle de confiance aux côtés de son frère. C'est elle qui récupère les bouquets de fleurs offerts par les enfants, qui veille à tous les détails du protocole, qui prend les notes lors des entretiens. La délégation sud-coréenne est visiblement sous le charme. Et à la télévision de Séoul, le porte-parole du gouvernement lui rend hommage. Le président Moon était en discussion avec la vice-présidente Kim Yo-jong, présente à la réunion. Et le président Moon a déclaré que Kim Yo-jong était devenue une star en Corée du Sud. Il y eut alors un grand rire et elle a rougi. Mon impression de Kim Yo-jong fut positive. Ma première image d'elle fut qu'elle se montrait incroyablement respectueuse, efficace, sincère. Cette jeune femme me fit une forte impression. Elle n'était pas rayonnante, mais elle s'exprimait bien chaque fois qu'elle était interrogée, même si elle ne posait jamais de questions en premier. La lune de miel avec Séoul se poursuit dans les mois suivants. Moon Jae-in se rend à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, où l'accueil est spectaculaire. Là encore, Kim Yo-jong est dans la photo, vigilante à ce que tout se passe comme prévu. Lors du 3e sommet nord-sud de l'année, c'est même elle qui accueille le président sud-coréen à son arrivée. Ce rapprochement entre les deux Corées est en fait le prélude à une percée diplomatique plus inattendue encore. Donald Trump accepte de rencontrer Kim Jong-un à Singapour, une première historique organisée contre l'avis des faucons de son administration, le secrétaire d'État Mike Pompeo et surtout le conseiller à la sécurité John Bolton. Près de 70 ans après la fin de la guerre de Corée, Kim Jong-un obtient de Donald Trump la reconnaissance des États-Unis que les administrations précédentes ont refusé à son grand-père et à son propre père. Comment ça se passe, Monsieur le Président? Très bien, très bien. Une relation excellente, merci. Un succès politique exceptionnel. À Singapour, Donald Trump apprécie la compagnie du jeune dirigeant nord-coréen, dont il promettait de détruire le pays dans son discours à l'ONU moins d'1 an auparavant. Entre ces deux hommes que tout sépare, l'âge, la vie, la vision politique et même le style, le courant passe visiblement bien. Les deux dirigeants signent à Singapour un document évoquant, en termes vagues, nous signons un document très important. La dénucléarisation de la péninsule coréenne. Kim Yo-jong est placé au même plan que le secrétaire d'État Mike Pompeo, côté américain. Présence discrète mais efficace auprès de son frère. Ces images la légitiment un peu plus auprès du public nord-coréen. Merci beaucoup, c'est fantastique.
Autant elle était la star lors de la visite en Corée du Sud, autant elle passe au second plan en présence de son frère. La hiérarchie familiale rejoint celle du pouvoir. Aucun d'entre nous n'aurait pu confirmer qu'elle était la sœur si nous n'avions pas vu au préalable des photos d'elle. Elle se comportait comme une membre de la délégation et il n'y avait aucune indication d'une relation familiale entre les deux. Côté nord-coréen, Kim Jong-un et lui seul prend la parole, y compris lors d'occasions plus informelles, comme les repas que prennent ensemble les deux délégations. Elle a participé au déjeuner que nous avons eu le jour des négociations. Ce n'était pas réellement un déjeuner de travail, c'était plus informel, mais je ne me souviens pas qu'elle ait dit quoi que ce soit pendant le déjeuner. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que quiconque du côté nord-coréen, en dehors de Kim Jong-un, ait pris la parole au cours du déjeuner. Lorsque le leader suprême est présent à une réunion, les officiels ont visiblement peur de lui déplaire. Kim Yo-jong n'a pas peur de son frère, mais lors d'un événement public important, il serait déplacé pour Kim Yo-jong de parler, à moins que Kim Jong-un le lui demande. La bonne ambiance de Singapour ne durera pas. Il y aura 2 autres rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un, en février puis juin 2019, à Hanoï, puis à Panmunjom sur la ligne de démarcation entre les deux Corées. Mais le processus diplomatique est dans l'impasse, faute d'accord sur la dénucléarisation. Impossible de signer de nouveaux documents à Hanoï, les conseillers de Donald Trump l'en ont dissuadé. La rencontre de Panmunjom a des allures de fin d'histoire d'amour. La page de la détente est en train de se refermer. Traverser cette ligne a été pour moi un grand honneur. Nous avons accompli beaucoup de progrès. Beaucoup de liens amicaux ont été tissés. Et en particulier notre grande amitié. Je veux juste vous dire merci. Donald Trump rêvait d'un succès diplomatique avec la Corée du Nord. Il doit déchanter. Il se heurte, comme ses prédécesseurs, à la question nucléaire. Chaque administration croit qu'elle pourra négocier un accord avec la Corée du Nord, un accord qui serait acceptable pour les deux parties et qui impliquerait que la Corée du Nord renonce à son programme d'armement nucléaire. À chaque fois, nous avons eu tort. Chaque fois que la Corée du Nord a pris des engagements écrits promettant d'abandonner son programme nucléaire, jamais elle ne les a réellement respectés. Alors quand la diplomatie échoue, les tensions militaires ressurgissent. La Corée du Nord reprend ses essais de missiles balistiques, pas moins de 21 tirs en 2019 et un rythme soutenu les années suivantes. La Corée du Nord revient à la démonstration de force pour être prise au sérieux. Au passage, le rôle de Kim Yo-jong change aussi. La jeune femme grimpe dans les échelons du parti et du pouvoir. Et son discours se durcit. En 2018, elle avait séduit la Corée du Sud en venant à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. À partir de 2020, elle promet l'apocalypse et la destruction aux impérialistes et à leurs laquais, comprenez les États-Unis et la Corée du Sud. Ça laisse à Kim Jong-un la possibilité de tenir le beau rôle. Quand on attribue à Kim Yo-jong ces déclarations extrêmement dures contre la Corée du Sud et les États-Unis, cela permet à son frère d'être toujours au-dessus de la mêlée. Le bureau de liaison avec la Corée du Sud, établi à Kaesong en territoire nord-coréen, est le théâtre de ce changement de cap. Ce bâtiment flambant neuf, financé par le Sud, avait été inauguré en pleine détente en septembre 2018. Il n'aura même pas duré 1 an. Le 16 juin 2019, la Corée du Nord le fait exploser et envoie les images au monde entier. Et c'est Kim Yo-jong qui donne le signal de ce geste hostile à la Corée du Sud, dont elle qualifie même le président de fou. C'est pourtant avec ce même président qu'elle avait lancé la détente l'année précédente. En cause, les envois de ballons chargés de tracts par des dissidents nord-coréens réfugiés au sud.
Ce durcissement du discours de Kim Yo-jong fait assurément partie de la construction de la personnalité de la jeune femme en Corée du Nord. Toujours est-il qu'il laisse la Corée du Sud sous le choc, elle qui avait voulu croire au conte de fées de la princesse venue de Pyongyang. Elle a ordonné la destruction du bureau de liaison intercoréen, ce qui changea sa réputation de manière négative. L'image de Kim Yo-jong est devenue un mélange d'images positives et négatives dans la société sud-coréenne. Désormais, on peut dire qu'il y a un mélange d'attente et de déception à son propos. Le ton est donné. À Pyongyang, c'est Kim Yo-jong qui mène la charge contre les Sud-Coréens et les États-Unis, redevenus les ennemis impérialistes. Elle multiplie les déclarations agressives, des communiqués lus à la télévision d'État, signés par la directrice adjointe du département du comité central du Parti coréen des travailleurs, c'est son titre exact. Kim Yo-jong menace les Américains d'une riposte à en perdre le sommeil, reprenant le vocabulaire traditionnellement imagé du régime nord-coréen. Aux Coréens du Sud qui proposent une aide économique en échange du renoncement au nucléaire, elle répond qu'on ne troque pas son destin pour un peu de maïs. En août 2021, la Corée du Sud tire les leçons du retour des tensions. Elle annonce la reprise des manœuvres militaires communes avec les États-Unis, interrompues le temps de la détente avec Donald Trump. Kim Yo-jong lance alors une attaque cinglante contre les États-Unis. Elle déclare que la péninsule coréenne ne connaîtra pas la paix tant que les troupes américaines resteront stationnées au sud. Et l'ancien émissaire à Séoul ajoute une touche personnelle en regrettant profondément ce qu'elle appelle le comportement perfide des autorités sud-coréennes. La rupture est consommée. Cette posture, officiellement signifiée par Kim Yo-jong, est une invitation à reconnaître la Corée du Nord comme une puissance nucléaire. La communauté internationale a tenté en vain, pendant des années, d'obtenir la dénucléarisation du pays. Les experts reconnaissent aujourd'hui que ça n'arrivera pas. Quand vous avez un pays comme la Corée du Nord décidé à se doter de l'arme nucléaire, vous pouvez négocier pour l'éternité, mais jamais vous n'obtiendrez qu'ils renoncent à leur armement. Y a-t-il eu un moment où la dénucléarisation de la Corée du Nord a été possible? Je ne sais pas, personne ne peut répondre. Je pense qu'il faudrait vraiment examiner le cerveau de Kim Jong-un s'il renonçait vraiment à son arsenal nucléaire que ses prédécesseurs, son père et son grand-père, ont mis un demi-siècle à développer. De plus, la légitimité interne de Kim Jong-un découle en grande partie du fait d'avoir passé la dernière décennie à développer les capacités nucléaires et balistiques du pays. Je pense que la dénucléarisation de la Corée du Nord est devenue une impossibilité. Mais Washington n'est pas prêt à accepter d'accorder à la Corée du Nord ce statut de puissance nucléaire. Les conséquences stratégiques sont trop importantes, y compris la possibilité que la Corée du Sud, voire le Japon, se dotent à leur tour de l'arme atomique. Ce climat de confrontation larvée permet au régime de Pyongyang de justifier une économie de guerre et un contrôle absolu de la population. Il constitue aussi, pour Kim Yo-jong, l'occasion de s'imposer comme une personnalité incontournable dans la paix comme dans la tension. Les Nord-Coréens essayent de dépeindre Kim Yo-jong comme une figure politique effrayante, forte, audacieuse, parfois menaçante, parfois séductrice. Mais est-elle prête à jouer un plus grand rôle? Elle ressemble encore à cette jeune femme qui comprend qu'elle a un rôle à jouer. Elle a peut-être ses ambitions,
Mais elle a encore du chemin à faire sur le plan politique en ce qui concerne sa confiance en elle et son sens de l'autorité. À la tribune, Kim Yo-jong affiche pourtant cette autorité acquise au fil des ans. Son discours est sans concession, c'est celui d'un leader. Nous sommes des combattants, avec un esprit de combat sans compromis contre les ennemis de classe et un leader qui a pour unique mission de défendre le front idéologique, avec une responsabilité plus lourde que jamais. Nous nous préparons comme des vengeurs impitoyables dans nos cœurs. Nous exercerons une puissance de feu plus intense dans la droite ligne de notre idéologie afin de punir nos ennemis, où qu'ils soient. Jusqu'où peut-elle aller? Kim Yo-jong peut-elle gouverner un jour la Corée du Nord? Pourrait-elle succéder à son frère en cas d'empêchement? Par exemple, si, comme le veulent des rumeurs persistantes, il a réellement de graves problèmes de santé? Dans ce royaume du patriarcat, la réponse est vraisemblablement positive. Kim Yo-jong est d'abord une Kim de la lignée du mont Paektu. Si Kim Jong-un a un problème de santé sérieux et ne peut pas diriger la Corée du Nord, il est très probable que ce soit Kim Yo-jong qui remplisse ce rôle. Dans cette société, Kim Yo-jong, fille de Kim Jong-il, a un statut supérieur à celui de tous les autres dirigeants. Alors, quel que soit son titre officiel, on peut dire qu'elle est le deuxième dirigeant de la Corée du Nord. D'autant que Kim Jong-un a présenté pour la première fois en public l'une de ses propres filles, Joo-hae, âgée de 9 ans. Symbole fort, c'est à l'occasion d'un lancement de missiles intercontinental en 2022 que la fillette aux souliers rouges est apparue aux côtés de son dictateur de père, une mise en scène largement diffusée par la presse nord-coréenne. La famille Kim n'est donc pas prête de quitter la scène, quel que soit le scénario de la succession. Une décennie plus tôt, une autre jeune fille timide était présentée aux Nord-Coréens. Depuis, Kim Yo-jong a fait la preuve qu'elle est bien une princesse Kim.